Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Alors, de plus en plus de journalistes sont inquiétés, notamment dans la région du Sahel, parce qu'ils investiguent sur des sujets qui touchent soit des puissances politiques ou économiques. Et si ce ne sont pas des intimidations et autres menaces de tout genre, ce sont des procès qui sont intentés contre les journalistes. Alors, quels sont les pièges à éviter en investigation journalistique? La question est au centre du présent webinaire. Et pour en parler, nous recevons pour vous Maître Bathibier Baptiste Benao, avocat au barreau de Ouagadougou, cofondateur de la Société professionnelle d'avocats légalistes. Maître, bonjour. Bonjour, chère Isabelle. Alors, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous tous. Je ne saurais me présenter plus que cela. Vous avez déjà fait donc la présentation. Tout simplement, je suis Benao Bathibier Baptiste et je suis avocat ici au barreau de Burkina Faso. Et je suis également donc fondateur de la SCPA Légaliste, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas d'autre chose à savoir. Je voudrais donc remercier la CENOZO de m'avoir invité à introduire des échanges sur cette problématique, qui est une problématique qui est certes ancienne. Je dis ancienne parce que le métier de journaliste est un métier dont l'exercice expose à beaucoup de risques. Il y en a qui vont jusqu'à faire le sacrifice suprême, hein, jusqu'au droit à la vie donc, qui est enlevé à des journalistes. De par le monde, il y a des rapports qui sont produits chaque année. Journalistes en danger, on voit que c'est extrêmement difficile. Alors, dans la zone qui nous concerne, à savoir donc la zone du Sahel, cette question est beaucoup plus, je dirais, de plus en plus criarde depuis quelques années, surtout dans le contexte que nous voyons avec la lutte contre le terrorisme qui se pointe à l'horizon, avec tout ce qui va avec. Hein, quand qui parle de terrorisme, on parle de trafic de tout genre, parle des questions liées à la gouvernance sécuritaire, à la gouvernance tout court, et qui fait que ça vient ajouter, j'allais dire, à ce qu'on connaît déjà, la question liée aux infractions en matière donc, de loi de presse. Alors, pour revenir à la thématique, d'abord les pièges à éviter relativement au contexte qui est le nôtre. Alors, il est bon pour le journaliste, pour tout journaliste, d'abord de chercher à entrer dans son entourage légal, dans son entourage professionnel, pour voir quels sont les différents éléments qui sont susceptibles de se poser à lui dans le cadre de sa profession et qui sont capables de lui créer des soucis en matière juridique et qui sont souvent des risques juridiques en tant que tels. Alors, ce qu'on connaît de façon globale et de façon courante chez tout le monde, c'est la question de la diffamation. Mais à côté de la diffamation, il y a beaucoup d'autres infractions aujourd'hui qui guettent entre griffes les journalistes et il doit être à même de pouvoir les savoir en fonction donc des pays. Mais un avantage donc, du Sahel, la plupart de nos États ont exactement à peu près toujours les mêmes dispositions en matière pénale, à quelques exceptions près. Quand vous prenez la question de la diffamation est définie de la même manière pratiquement tout, je dirais, francophone. Parce que nos législateurs ne sont pas allés loin, hein. Ils sont juste allés piocher en France. La France avait déjà, j'allais dire, édicté ou prévu l'infraction de diffamation. Ils sont juste allés prendre ça. C'est ça que je trouve dans la plupart de nos codes, l'infraction de diffamation a été prise en France. Donc, bon, pour être élégant, on dirait que c'est d'inspiration française. Mais en fait, on a copié là-bas et c'est ce qu'on applique ici, tout simplement. Nos magistrats aussi, c'est la jurisprudence française qui laisse celle de boussole pour apprécier donc les infractions, même si de ce côté-là, on peut regretter le fait qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Il y a une sorte donc de main tendue ou une main de pied suspendu, j'allais dire, dans le pas.
Parce qu'on a été inspiré par le législateur français, mais nos juges n'appliquent pas nécessairement ce que le juge français applique en matière de détention. Voilà. On voit, parfois, il y a des arrangements ou en tout cas des contorsions juridiques où on ne va pas jusqu'au bout. C'est le cas, par exemple, en matière de prescription. En matière de prescription, c'est 3 mois pour la prescription, et on se rend compte qu'ici, les gens ont prévu des actes introductifs de prescription qui ne sont pas des actes qui sont largement admis dans la jurisprudence française, par exemple. Je vous prends un exemple. On dit qu'en droit français, parmi les actes qui sont susceptibles d'interrompre la prescription, il y a le soit transmis du procureur. Lorsqu'on demande, par exemple, une enquête. Mais chez nous, les juges disent que même les auditions qui sont faites par la police judiciaire constituent des actes introductifs de prescription. C'est-à-dire qu'un journaliste, on estime qu'il a commis une infraction de diffamation. Quelqu'un pose une plainte contre lui formellement au niveau du procureur. Le procureur transmet à la police judiciaire pour dire « enquêtez-moi sur cette affaire ». Le juge burkinabé, par exemple, considère que si, par exemple, les faits ont été commis le 1er janvier et que c'est le 30 janvier, par exemple, que le procureur donc, saisit la police judiciaire, ouais, ça fait bien 3 mois. Si dès le lendemain ou dès le même jour, le policier appelle quelqu'un pour l'entendre, le juge estime que ça, c'est interruptif de prescription. Dans la jurisprudence française, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. L'audition par un policier ou un gendarme de quelqu'un dans le cadre d'une enquête ne permet pas d'interrompre la prescription parce que ce n'est pas une marque de poursuite. C'est un exemple pour ne pas aller plus loin, pour ne pas embrouiller donc, le débat. Alors, donc, il y a beaucoup d'exemples qui permettent de dire qu'il y a une sorte de pas suspendu. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer la surveillance, j'allais dire, dans le cadre de l'exercice de la profession, bon, pour s'assurer de tropicaliser effectivement ce qui se passe autour de nous. Parce que si je regarde dans un code, une jurisprudence française, je dis non, en droit français, voilà ce qu'on prévoit, et donc si je fais ça normalement, il n'y a pas de problème. Non, mais et chez nous, comment les gens appliquent ça? Alors, donc, en plus de la diffamation, qui est un risque qui guette tout journaliste, il y a de plus en plus d'autres infractions qui existent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous prenez le cas, par exemple, au niveau du Burkina Faso, et je crois que dans la plupart des pays de la sous-région, cela existe, la question de ce qu'on appelle le secret défense. Le secret défense, les gens travaillent sur... aujourd'hui, le terrorisme, c'est devenu une question quotidienne de notre société. Comment un journaliste d'investigation normale peut avoir des éléments sur lesquels il a la possibilité d'enquêter en rapport avec la lutte contre le terrorisme et va laisser tomber pour quelque motif que ce soit. Et malheureusement, la plupart du temps, ça touche à des questions militaires. Alors donc, c'est quoi le secret militaire? La plupart de nos États n'ont pas véritablement défini ce que c'est que le secret militaire. La plupart d'entre eux. Alors, au Burkina Faso, la question s'est posée, je crois que c'était en 2016, si je ne m'abuse, où un journal burkinabé avait été suspendu par le Conseil supérieur de la communication au motif qu'il avait violé le secret défense. Alors, nous avions eu l'honneur ou le malheur de défendre le journal donc, au niveau du tribunal administratif à l'époque pour demander la levée de la sanction de suspension qui pesait sur le journal. Et il était question de savoir quel était le contenu du secret défense en droit burkinabé. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et la seule définition qui vaille, c'était l'autorité militaire, c'est lui seul qui définissait, c'est lui qui considérait quand est-ce que c'est une violation de secret militaire ou pas. Et plus proche de nous, il y a la révision qui est intervenue au niveau du Code pénal burkinabé en 2020, qui a consisté à dire, par exemple, que le fait de donner la position de nos troupes constituait une infraction en droit burkinabé. Et on avait critiqué cela à l'époque. La critique demeure toujours. Et je vois que sur le terrain,
Pour le moment, on n'applique pas. Mais si on décidait d'appliquer, je ne vois pas qui va être, j'allais dire, épargné par cela. C'est-à-dire que si vous êtes journaliste et vous dites, par exemple, je vois dans les 2 jours, on dit que on a nos troupes qui sont arrivées dans telle contrée ou dans tel village. Normalement, en droit burkinabé, le fait de le dire constitue une infraction. Voilà. C'est-à-dire, si vous les voyez, vous devez vous taire, tout simplement. A fortiori, s'il commet des exactions dans telle localité, vous ne devriez pas pouvoir en parler, puisque comment allez-vous en parler sans dévoiler en même temps que, en fait, nos troupes sont dans cette localité en question? Voilà des problématiques qui se posent effectivement donc aux journalistes pour ceux qui vont écrire sur des situations en rapport avec le droit burkinabé. Autre chose, c'est la question des scènes de crime. On dit que le fait de faire des images, que ce soit donc vidéo, que ce soit des photographies, en rapport avec une scène sur laquelle s'est réalisée une opération ou un fait terroriste, constitue également une infraction. Autrement dit, on dit par exemple qu'au niveau de l'état-major du Burkina Faso, il y a eu une attaque. Si le lendemain on voit la une du journal X ou Y, des images en rapport avec ce qui s'est passé à l'état-major, donc une photographie de l'état-major, normalement c'est une infraction, selon la loi. Alors, il y en a qui sont allés jusqu'à dire non, mais la scène de crime, c'est là où les gendarmes ou les policiers sont allés, ils ont barricadé, mettre le ruban là, un ruban multicolore, entouré pour dire que bon, ça c'est la scène de crime. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose à partir du moment où, prenez par exemple, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, l'état-major, donc il suffit qu'on ait barricadé pour dire qu'on ne fait plus de photos là-dessus. Sinon, ça devient une infraction. Alors, c'est une aggravation parce que, de par le passé, on a dit que c'est plutôt la modification de la scène de crime qu'il ne fallait pas faire, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver, il y a eu un crime quelque part, et puis, par exemple, vous mettez à ramasser des mégots de cigarettes, par exemple. Alors que les mégots de cigarettes auraient pu permettre, dans le cadre de l'enquête, de savoir si c'est un terroriste ou en tout cas un assaillant qui a utilisé la cigarette sur les lieux. On peut, à partir du mégot de cigarette et les expertises qu'on va faire sur les ADN, pouvoir retrouver la personne qui fumait la cigarette, si tant est que l'intéressé avait fui entre-temps et qu'on n'arrive pas à le retrouver. Alors donc, ça c'est la question liée à la modification de la scène de crime, qui est différente de la photographie à faire sur. Alors, toujours poursuivant sur les risques prévus par les différents textes légaux dans la sous-région, en plus du secret militaire qui est très vague jusqu'au jour où nous parlons, en plus de la question liée aux différentes scènes de crime, il y a aussi, même pas la scène de crime, même les informations rapportées relatives à une scène dite terroriste ou d'attaque terroriste qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre ou qui va se commettre. Alors, voilà un problème qui se pose. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, au moins la loi a été votée, si au moment de l'attaque de Cappuccino, tous les journaux qui ont pu relayer, notamment les journaux en ligne, ou même les journaux papier, ou même la télé, parce qu'à l'époque, la télé nationale avait fait un petit reportage dessus, tous ceux qui ont rapporté des informations en rapport avec ce qui se déroulait à Cappuccino, par exemple, normalement étaient en infraction, si on devrait appliquer ce texte. Alors, donc, voilà un peu, pour planter le décor, les différents risques qui existent relativement aux questions terroristes qui sont très prégnantes au niveau donc, du Sahel et qui jouent d'une manière ou d'une autre, finalement, sur comment est-ce qu'il faut traiter l'information, comment est-ce qu'il faut informer finalement le public, sur quoi est-ce qu'on peut informer, sur quoi est-ce qu'on ne peut pas informer, sur quoi est-ce qu'on peut enquêter, sur quoi est-ce qu'on ne peut pas enquêter. Est-ce que c'est normal par rapport au rôle social du journaliste dont on parle? Donc, est-ce que c'est normal que je sois donc dans une société, que des faits X ou des faits Y dont j'ai connaissance se déroulent?
mon droit, c'est d'informer. Et on dit que non, je ne peux pas le faire parce que. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une problématique qui est en débat, en tout cas au niveau du Burkina, depuis au moins 2020 que la loi en question a été donc votée. Et il faut travailler donc à voir comment est-ce que, en attendant que la loi soit éventuellement révisée, comment est-ce qu'on peut éviter justement donc les pièges relativement à cela. Alors, autre chose qui est tout à fait peut-être un peu subsidiaire, c'est le lien entre la publication des articles, des enquêtes ou des reportages et leur reprise sur les réseaux sociaux et ce que cela peut induire en termes justement donc de pièges ou de sécurité juridique pour les journalistes. Vous savez, dans certains pays comme le Burkina Faso, je pense que le cas dans la plupart des États, ce n'est pas les dispositions du code pénal uniquement qui s'appliquent aux journalistes par rapport à certaines infractions. Il y a des lois spécifiques sur la presse. C'est ces lois-là normalement qui trouvent à s'appliquer. Et c'est quoi l'intérêt de la distinction? L'intérêt de la distinction réside dans le fait que lorsque c'est la loi sur la presse qui s'applique aux journalistes, normalement, il n'y a pas de peine d'emprisonnement, puisque c'est ce qu'on appelle la dépénalisation entre griffes. Alors que si on vous applique le code pénal, on peut parfaitement vous appliquer une peine d'emprisonnement, puisque le code pénal vise des infractions autres que des infractions, je dirais, liées à des professionnels de presse. Alors, pourquoi est-ce que cela est évoqué? C'est parce que je vois de plus en plus que dans les poursuites qui sont exercées contre des journalistes, notamment au Burkina Faso, certaines personnes, certains plaignants trouvent le malin plaisir d'aller plutôt viser, non pas le texte en rapport avec la presse, mais viser le texte du code pénal. Parce qu'ils estiment que là, le journaliste n'a pas agi en tant que journaliste, il a agi en tant que citoyen lambda. Par exemple, lorsqu'il reprend le contenu d'une enquête qu'il met sur son mur Facebook. En ce moment, c'est qui parle? Est-ce que c'est le journaliste qui parle? Ou c'est M. X ou Mme Y qui est dans son profil-là qui parle? Voilà une problématique qui se pose devant les juridictions et qui fait que il y a des tiraillements, on est amené, selon qu'on veut être méchant ou pas, à aller dans un sens comme dans l'autre. Pour le moment, certains juges appliquent tantôt, je dirais, la loi sur la presse, d'autres appliquent le code pénal. Voilà, vous allez voir des peines d'emprisonnement avec sursis, etc., etc. Mais c'est un risque qui existe. Donc, à partir de ce moment, ça pose le problème de savoir, mais le journaliste professionnel, est-ce que on considère que, comme c'est un peu chez nous, comme c'est une sorte de tortue qui enfonce sa carapace partout où elle passe, ou est-ce que c'est le format, pour ne pas dire le support qui compte? Voilà. Est-ce que c'est le support qui est le critère qui permet de distinguer le journaliste professionnel ou du moins le journaliste tout court de celui qui n'est pas journaliste, c'est-à-dire parfois incarné dans la même personne? Est-ce que moi, Benao, quand j'écris dans l'Observateur Parle-Gars ou dans le journal L'événement ou dans Notre Voix, etc., c'est en ce moment que je revêt donc la qualité de journaliste. Et lorsque je suis sur mon mur Facebook, ce n'est plus moi. Ce n'est plus un journaliste. Ça devient Benao, non-journaliste. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut considérer les choses? Donc, ça fait que c'est un risque juridique qui fait que quand vous voulez écrire, par exemple, sur votre mur Facebook, il faut vous mettre en tête que cela va constituer un risque et il faut tenter, ou en tout cas faire l'effort à ce niveau-là, de ne pas vous faire prendre donc dans ce piège-là, parce que dans des pays comme le Burkina, en tout cas, c'est ce qu'on revoit de plus en plus. Alors, donc, voilà planter le décor par rapport donc aux risques juridiques liés notamment aux infractions de diffamation, aux infractions en rapport avec le secret militaire ou encore le secret de défense. Ensuite, les infractions liées au terrorisme, notamment les scènes de terrorisme, les images ou les écrits qui peuvent être amenés à produire relativement à des scènes de terrorisme, puis
d'autres choses qui vous intéressent moins, à savoir les questions liées à l'incitation ou encore les fake news. Ça également, donc, on les voit, mais on considère que vous traitez l'information, mais il est bon que vous le sachiez, que les différentes législations répriment de plus en plus les fake news, voilà, les fausses informations ou encore les informations qui sont de nature à créer l'hystérie dans la population ou à créer ce qu'on appelle des troubles à l'ordre public au sein de la population. Voilà. Est-ce que, en tant que journaliste, lorsque j'ai une information selon laquelle telle ville, on a vu des terroristes parqués à peu près à 5 km de la ville X, et il se pourrait qu'ils veuillent envahir donc, le village à côté ou bien les villages environnants. Est-ce que quand je communique là-dessus, dans un article de presse, en ligne par exemple, où c'est l'information chaud comme on dit, ou encore dans une radio, est-ce que je suis en infraction? Parce que lorsque les populations vont entendre cela, elles vont tenter de s'enfuir du village, etc., etc. Ou est-ce que le fait que les gens vont avoir la psychose, est-ce que cela constitue une infraction pour moi? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je n'informe pas non plus, je ne peux pas faire mon travail de journaliste. Si je le fais, je suis un peu emmerdé parce que normalement, le texte me permet donc de me punir. Voilà. Nous, au niveau du Burkina Faso, avec certains journalistes et puis des organisations de professionnels de médias, on avait fait un recours devant le Conseil constitutionnel. J'ai beaucoup travaillé à les aider pour faire le recours devant le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a botté en touche parce que il s'est simplement l'a déclaré irrecevable, la procédure, au motif qu'on n'est pas dans le cadre d'un procès. Alors, et qu'il faut attendre qu'on sera dans le cadre d'un procès. Si on ramène le problème, il va apprécier. Mais évidemment qu'à l'époque, nous avons dit que cela n'a vraiment pas de sens pour nous. Notre loi permettait non seulement de saisir le Conseil constitutionnel en dehors d'un procès, avant tout procès, mais en plus, ça ne veut rien dire de me dire d'attendre jusqu'à ce que je sois poursuivi, qu'au moins je sois donc dans les liens de la prévention arrêté quelque part, que c'est en ce moment que je dois maintenant aller saisir le Conseil constitutionnel pour juger si oui ou non cette disposition-là est contraire ou si elle est conforme à la Constitution. Cela n'a pas de sens pour nous en tant que tel. Alors, donc, voilà pour la première partie, ce que je pouvais donc dire par rapport donc, au décor. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Voilà les pièces qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? De mon point de vue, notamment par rapport à la question de la diffamation, moi, je conseillerais, vous avez un slogan chez vous qui est très, très important, on dit que les faits sont sacrés. Et si les faits sont sacrés, il faut faire l'effort de faire en sorte que chaque fait que l'on rapporte dans le cadre d'une investigation, que l'on puisse s'assurer le maximum possible que soit fait, il est effectivement vérifié et il est établi et que j'ai la preuve qu'il est établi. Je comprends que cela est très difficile dans certaines conditions. Mais si je n'ai pas pu l'établir et que au cours donc du recoupement que j'ai pu faire, le fait paraît vraisemblable, pardon, ça également, je dois pouvoir regarder et voir si objectivement le fait là peut paraître vraisemblable. Parce que souvent, quand on va en justice, un fait peut ne pas être vrai. Voilà, tel que rapporté par le journaliste, il peut ne pas être vrai. Mais dans les débats, on peut démontrer au tribunal que le fait n'est peut-être pas établi, c'est-à-dire qu'il n'a pas la preuve tangible, matérielle ici et maintenant que oui, effectivement, telle chose s'est passée, mais au regard des circonstances, au regard de ce qu'il a eu à faire comme diligence en tant que journaliste dans le cadre de son investigation, de son enquête, on peut penser que le fait en question était parfaitement vraisemblable. Et s'il était vraisemblable, le fait qu'il ait rapporté le fait en question ne peut pas engager sa responsabilité pénale. Surtout lorsque certaines diligences ont été accomplies. Quelle diligence? C'est lorsque vous faites les démarches pour, à l'endroit d'une personne impliquée dans une investigation que vous faites, pour voir est-ce que tel fait, est-ce que vous êtes au courant?
est-ce que tel fait que vous avez reproché, qu'est-ce que vous en dites, etc., etc. Il faut laisser toujours des traces. Il faut laisser des traces. Parce que si vous m'appelez au téléphone, tout simplement, vous me dites, oui, mais écoutez, moi, je fais une enquête par rapport à tel fait, où on sent vous reprocher d'avoir fait ceci, cela, où vous semblez être tel niveau, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je peux vous donner des réponses au téléphone. Mais après, vous faites votre article et moi, j'ai dit non, ben, vous ne m'avez jamais contacté. Ou que vous m'avez contacté, mais vous n'avez jamais parlé de ça. Vous voyez, ça va poser des problèmes de preuve. Ça posera des problèmes de preuve. Alors, donc, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir les preuves du contact et de l'objet de l'entretien qu'il y a eu pour que, si sur la base des informations que vous avez collectées, vous avez pu faire votre article et après la personne est quand même venue vous poursuivre et tente de faire comprendre qu'en fait vous ne l'avez jamais contacté, que vous puissiez apporter la preuve par A plus B que vous l'avez contacté et que vous avez bien parlé donc de tel ou tel sujet. Voilà. Parce que le plus souvent aussi, les gens viennent et disent que tel propos qui m'a été attribué, moi je ne l'ai jamais dit. Malheureusement, il y a des situations où on se retrouve où on voit que le professionnel des médias en question, soit il n'a pas pris les dispositions pour avoir soit un enregistrement, soit en tout cas un écrit, que ce soit une lettre. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus facile avec les réseaux sociaux comme WhatsApp et puis les mails. Et si quelqu'un a dit quelque chose, c'est facile à vérifier, il n'y a aucun problème. Alors, autre chose, c'est dans le cadre des diligences à accomplir. Est-ce que je peux ou je vais enregistrer une personne à son insu? Dans la plupart des cas, c'est une infraction. Le fait de m'enregistrer à mon insu est une infraction. Voilà. Vous ne pouvez pas venir en entretien avec moi et puis vous enregistrer à mon insu. Vous devez me prévenir pour me dire que vous allez enregistrer. Et si je ne trouve pas d'inconvénient, vous enregistrez. Normalement, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Mais dans le cadre de l'investigation, vous allez dans des situations où vous ne pourrez pas toujours demander à la personne l'autorisation d'enregistrer. Par exemple, vous êtes en train d'enquêter sur un circuit de trafic de drogue. Vous vous trouvez dans un milieu X, un peu comme une sorte d'infiltration. Vous ne pourrez pas demander aux gens, écoutez, moi je vais enregistrer ce que vous dites. Non, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Vous allez vous mettre effectivement donc à le faire. Est-ce qu'après, les personnes en question peuvent poser plainte pour dire que c'est une atteinte portée à leur vie privée parce que vous avez enregistré leurs propos sans les aviser ou sans leur consentement ou sans leur autorisation? La réponse à ce niveau est non. Ils ne pourront pas vous le reprocher, en tout cas devant le juge, avec succès. Parce que c'est ce qu'on appelle le principe de loyauté de la preuve. Le principe de loyauté de la preuve fait que lorsque les faits se passent en particulier, normalement, il n'y a pas de problème. C'est lorsque ces faits, soit sur instigation d'une autorité administrative, notamment de police, ou sur instigation d'une autorité administrative qui n'est pas de police. Par exemple, un préfet. Mais je ne vois pas un journaliste en train d'enregistrer des propos des gens à la demande d'un policier ou d'un gendarme ou d'un préfet ou d'un haut-commissaire ou d'un gouverneur ou même d'un ministre. S'il le fait, c'est dans le cadre de sa profession. Voilà. Sachant que, au regard donc de la nature des personnalités, il est possible qu'en cas de problème, les gens puissent nier. Il peut prendre la responsabilité de garder des traces de justement donc l'entretien ou de ce qui se serait passé sans aucun problème. Dans tous les cas, si la personne vient à se plaindre par rapport à cela, la loi est très bien faite. Il ne suffit pas d'enregistrer quelqu'un à son insu quelque part pour que ce soit donc une violation de la vie privée. Il faut encore que le contenu de la conversation en question soit en rapport avec la vie privée. Par exemple, si l'enregistrement que vous avez eu à faire à mon insu consiste à savoir combien d'enfants j'ai, par exemple, ou à savoir avec
qui, est-ce que j'étais en boîte hier nuit, ou quelles sont les relations purement donc privées que j'ai avec tel homme ou avec telle femme, ça relève de la vie privée. Ça, l'enregistrement de ça, il n'y a rien qui peut vous sauver. Voilà. Mais quand vous enregistrez et que c'est en rapport, par exemple, avec de l'argent qu'on veut voler dans la caisse publique, ou encore une conversation que j'ai avec quelqu'un où il s'agit de donner des instructions pour voir comment voler du carburant dans tel service, comment surfacturer tel marché d'armes, etc., etc. Ça, ce type d'enregistrement n'a rien à voir avec la vie privée de la personne enregistrée et par conséquent, il n'y a pas de risque par rapport à cela. On ne peut pas vous poursuivre par rapport à cela. Voilà. Et il y a même donc d'autres développements qui doivent aller un peu plus loin. Est-ce que le bureau d'un ministre constitue un lieu privé? Voilà une question. Dans l'administration publique, est-ce que le bureau d'une autorité administrative constitue un lieu privé? Voilà. Alors donc, il y a toutes ces problématiques qui vont se poser à vous. Et, comme je l'ai dit, cherchez à établir les faits. Si vous n'arrivez pas à les établir, est-ce que ça vous paraît vraisemblable au regard des circonstances? Troisièmement, est-ce que vous avez conservé, d'abord, est-ce que vous allez vers les personnes impliquées, donc notamment pour recouper l'information, pour équilibrer l'information, pour donner la parole à tout le monde? Nous, on va parler comme en justice, on va parler des droits de la défense, hein, le principe de la contradiction. Voilà. Est-ce que vous avez cherché à avoir le principe de la contradiction dans le cadre de votre investigation? Si vous avez fait tout cela, mentionnez-le dans votre article, tant que cela est possible, que cela ne peut pas dénaturer complètement le contenu de votre article. Il faut le mentionner. Voilà. Nous avons approché la personne, etc., etc., par rapport à ceci ou cela, mais elle n'a pas réagi. Voilà. Il faut toujours le dire, c'est très important, en tout cas dans le cadre des poursuites en rapport avec les infractions comme la question liée à la diffamation. Alors, il y a également l'injure. L'injure, normalement, ça ne devrait pas vous concerner, mais on voit ça de plus en plus. Des gens qui estiment que voilà, tel mot utilisé là, bon, vraiment, je trouve qu'il m'a injurié. Bon, l'injure, c'est le fait d'utiliser un mot comme ça, voilà, dans une enquête, et puis complètement détaché d'un contexte déterminé, mais qui est vexatoire, qui est de nature à être un outrage, voilà, à quelqu'un. Voilà. Alors, des exemples existent. Hein. Par exemple, le mot bandit. Quelqu'un peut penser que le fait de l'avoir traité de bandit dans votre article, lui, considère que c'est une injure. Il vous appartient, pour éviter l'injure, donc de l'enrober, j'allais dire, dans... Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'isolé. Voilà. Quand je vous dis bandit là, ça c'est une injure. Parce qu'en fait, ce n'est rattaché à aucun fait. Ce n'est rattaché à aucun fait. Voilà. Mais lorsque je dis que je décris un procédé qui consiste donc à détourner de l'argent, ou un procédé qui consiste à poser en tout cas des actes qui sont prohibés par la législation, et que je dis que ce sont donc des comportements de bandits, en ce moment, ça ne devient plus une injure, parce que c'est en rapport avec des faits. Donc, le même terme, selon la manière dont vous allez l'utiliser, peut apparaître soit comme une injure ou pas. Tout dépend de comment est-ce que vous allez l'utiliser. Voilà. Alors, donc, par rapport aux questions liées au secret militaire, de mon point de vue, ce qu'il faut éviter en attendant qu'on puisse clarifier c'est quoi le secret militaire, pour le moment, ce n'est pas clarifié. Mais moi, en tant qu'avocat, je ne vais pas vous dire non, écrivez, il n'y a rien de clair, donc écrivez. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire en sorte que quand j'écris sur des situations en rapport avec des militaires, il faut que je vois d'abord la nature de l'information que je souhaite faire passer dans mon article. Est-ce que, objectivement, c'est une information qui est de nature à exposer
l'armée ou à exposer des choses que l'armée aurait souhaité qu'on garde objectivement secret. Par exemple, le nombre de militaires d'un pays. Le nombre de militaires d'un pays. Alors, moi, je vois, si vous tapez tout de suite sur Google, vous allez voir, par exemple, taper armée française. Alors, on vous dit que l'armée française, c'est une armée de tant de milliers d'hommes, par exemple. Normalement, ça ne devait pas poser un problème. Ça ne devait pas poser un problème, parce que c'est des informations qui sont sur la place publique. Mais si j'ai les informations, j'allais dire précises, hein, au niveau de l'état-major, par exemple, des armées, une information qui dit que il y a peut-être, disons, 52, voilà, 5200 militaires au Burkina. Normalement, c'est des chiffres qui sont tenus secrets lorsqu'ils ne sont pas dans le domaine public. Voilà, c'est des chiffres qui sont tenus secrets. On n'aimerait pas, dans ce contexte de terrorisme, c'est une information stratégique. Aucune armée n'aimerait qu'on sache exactement quels sont les effectifs d'hommes qu'elle comporte. Parce que c'est un élément important pour l'ennemi. De la même manière, si vous prenez les informations en rapport avec le dispositif d'armement qu'un pays a, voilà, on a combien de chars, on a combien d'avions, ceci, cela, etc., etc. C'est des informations qu'ils aimeraient qu'on ne puisse pas savoir. Le journal L'événement avait été poursuivi à l'époque parce qu'il aurait donné les positions des différents détachements ou de certains camps militaires, les positions géographiques à travers une carte Google voilà, qu'ils avaient publiée. Alors, donc, c'était défendu par rapport à cela, mais ils ont estimé que ce n'était pas normal qu'on puisse savoir qu'à tel endroit, c'est un établissement militaire où on garde des armes, par exemple. Bon, ça, c'est critiquable de mon point de vue parce qu'en fait, c'est des choses qui ne sont pas cachées. Tout le monde sait qu'à Yimdi, il y a un dépôt d'armes là-bas. Mais maintenant, si l'armée est allée faire un dépôt d'armes qu'elle a voulu cacher et dont le grand public n'est pas au courant, effectivement, il conviendrait de garder cela comme étant, pouvant faire partie donc, des éléments que l'armée n'aimerait pas objectivement que l'autre ennemi, que l'ennemi d'en face puisse avoir comme information précise là-dessus et puis éviter donc de publier cela. Alors, il faut voir, dans ce genre de situation, il faut approcher donc des professionnels, voilà, pour voir au cas par cas, est-ce que ça, je peux publier. Les professionnels, ça peut être au niveau de l'armée. Si vous avez un service de communication au niveau de l'armée, vous pouvez donc vous renseigner avec eux, mais vous n'êtes pas lié par les injonctions qu'ils peuvent donner. Parce que si c'est eux, ils aimeraient même que vous ne parlez même pas même de leur grade et consorts. Voilà. Mais il s'agit donc de les approcher. Vous pouvez avoir donc des éléments que vous allez apprécier. Voilà. Vous revenez vers un juriste pour voir est-ce que tel type d'information, est-ce qu'on peut la publier ou pas. Voilà. Alors, donc, voilà un peu, pour ne pas monopoliser toute la parole, je vois qu'il est déjà 12h47 ici à ma montre. C'est le débat qui est le plus important. Les préoccupations dont vous êtes porteur relativement donc, à toutes ces questions-là, c'est ce qui est le plus important. Et je voudrais donc vous renvoyer la parole, Isabelle, pour que vous puissiez diriger pour les questions-réponses. Je vous remercie. Merci, Maître, pour ce riche développement. Vous disiez que parfois des journalistes commettent des infractions sans s'en rendre compte. Nous avons des journalistes avec nous. Je suis sûre qu'ils ont beaucoup de questions à poser pour mieux connaître les pièges à éviter en investigation journalistique. Si vous avez des questions à poser, il suffit juste de lever la main, ou soit si vous ne pouvez pas parler, vous écrivez. Vous écrivez, moi je me ferai le devoir de poser, de lire vos questions pour que Maître puisse répondre à toutes vos questions. Donc, on peut y aller. Si vous avez des questions, levez la main. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à Maître pour ce webinaire. En fait, je vais juste parler il a évoqué les preuves au niveau pour apporter devant les tribunaux. En fait, il y a un problème, Maître, un peu qui nous met un peu mal à l'aise. Là, on est coincé entre apporter les preuves et la
protection de nos sources. Je sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui savent ce que je vais dire. Je dis en apportant certaines preuves, ça peut compromettre ma source. Par exemple, je prends un exemple. Moi, j'ai une source au niveau d'une banque qui m'a filé des informations. Et si la justice me demande d'apporter la preuve de ça, automatiquement, si je verse ça dans le dossier, on saura exactement celui qui m'a donné l'information. Et aussi, vous savez que la preuve aussi, le moyen d'apporter la preuve est utilisé aussi pour traquer nos sources. En pareille circonstance, c'est extrêmement difficile d'apporter cette preuve-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en pareille circonstance? Moi, je voudrais que vous nous aidiez un peu. Parce que là, si on apporte la preuve qui compromet notre source, est-ce que là, nous n'allons pas faillir à l'un des principes cardinaux de notre profession, qui est la protection des sources? Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Et il y a aussi, maître, vraiment, vous êtes avocat, mais nous aussi, on est journaliste. De plus en plus, notre espace est marqué par certaines lois, comme la loi sur la cybercriminalité, qui est une loi très répressive à l'endroit pas seulement de ceux qui utilisent l'espace qu'on appelle virtuellement cyberespace, mais aussi à l'endroit des journalistes. Et qu'est-ce qu'il faut pour éviter certains pièges, tout en sachant que on a aussi des justices, vous le savez mieux que moi, des justices vraiment problématiques. Isabelle, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Chiaka. Maître, j'espère que vous avez bien entendu la question de Chiaka. Si oui, vous pouvez répondre directement. OK. Merci beaucoup, Chiaka Doumbia. Oui. Alors, vous posez là une question qui est très, très intéressante. La question liée au rapport entre le droit de la preuve en matière de diffamation, en ce qui concerne donc les journalistes, et la question liée à la protection des sources du journaliste. C'est une question qui est très, très intéressante, pour ne pas dire une question très, très lancinante, qui se pose tout le temps, effectivement, donc, au cours des procès. Alors, comment est-ce que je vais faire la preuve de la vérité d'un fait alors que je dois dans le même temps protéger la source qui m'a informé, ma source d'information? Alors, je comprends la problématique dans la mesure où ce qui fait aujourd'hui aussi le socle du métier de journaliste, c'est la protection des sources de l'information. Parce que si vous êtes un journaliste qui est de nature à balancer, à livrer ses sources d'information, ben, plus personne ne va vous filer des informations et par conséquent, c'est fini. Et c'est le journalisme lui-même qui peut donc en pâtir. Comme je l'ai dit au centre de presse Nouvelle Zongo au cours de la dernière activité, je crois que c'est au cours du FILEP, là, que nous partageons le même problème également au niveau de la profession d'avocat, parce que comme vous le savez, ce qui fait le socle de notre profession, c'est la question donc du secret professionnel. Voilà, le secret professionnel, la confidentialité avec le client. Voilà. Le jour où les gens sauront que ça, ce n'est pas protégé, ils ne viendront plus se confier à vous. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? De mon point de vue, par rapport à la question de la protection des sources d'information, il est clair que, pour moi, c'est hors de question pour un journaliste d'aller se défendre en livrant ses sources d'information. Voilà. Pour moi, c'est clair. Maintenant, je pense aussi qu'il faut aller à plusieurs échelles. Premier niveau, est-ce que la source qui m'a passé l'information souhaite ne pas être, j'allais dire, dévoilée, ou est-ce que la source en question, objectivement, même si elle le souhaite, cela l'exposerait? Ça, c'est la première préoccupation. Je le dis parce que vous avez des gens qui vous apportent donc des informations
qui sont des sources en termes si on doit donc les analyser comme telles, mais qui en même temps, parfois, sont des victimes d'une situation. Je vous prends un exemple. Vous avez des personnes qui sont allées souscrire à une opération d'une société immobilière par rapport donc à des logements et qui finalement se sont rendus compte que c'est une vaste escroquerie sur toute la chaîne par rapport à l'opérateur immobilier en question et qui viennent vous voir, qui vous apportent des éléments de preuve clairs par rapport à cette situation et vous décidez d'enquêter là-dessus. Alors, ces personnes sont en même temps des victimes, si vous voulez, d'une situation et elles sont prêtes à aller témoigner devant le juge. Est-ce qu'en tant que journaliste, parce que ce sont des sources, vous allez laisser, on va vous poursuivre, donc au risque de votre et même peut-être donc de la survie de votre journal, alors que vous avez des personnes qui sont prêtes à venir témoigner au procès? Ça, c'est la première préoccupation. Voilà. Nous avons vécu cette situation il n'y a pas longtemps au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le dossier est maintenant en appel, où des personnes qui avaient apporté des informations aux médias dans le cadre d'une investigation, lorsque l'opérateur immobilier qui ne savait pas effectivement ce qui s'était passé, il est monté sur ses grands chevaux, il a dit c'est n'importe quoi, il a poursuivi donc le média en question pour diffamation, mais les personnes ont bien voulu accepter donc de fournir non seulement les documents qui établissaient la preuve de ce qui avait été écrit dans le journal, mais aussi elles étaient prêtes à venir témoigner au tribunal parce qu'elles sont victimes de cette situation. De mon point de vue, quand c'est comme ça, la question donc de la protection de la source en question, il faut voir au cas par cas, comment est-ce que vous pourriez, j'allais dire, impliquer. Maintenant, il y a des situations qui sont plus. La personne est à l'intérieur d'un système, elle ne souhaite pas être donc, j'allais dire, dénoncée, voilà, être livrée, ou objectivement, vous ne pouvez même pas la livrer, parce que si vous le faites, vous allez avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes. Alors, j'en veux pour preuve une situation au Burkina Faso qui s'est passée il y a quelques années de cela, où un journal avait fait état de questions de primes de militaires burkinabés retenus par la hiérarchie. Dans un pays africain, il n'y a pas loin de cela, puis ils sont allés pour une mission de maintien de paix. Et je pense qu'au niveau des FDS, au niveau de la police judiciaire, au niveau de la hiérarchie, ils ont mené une enquête pour voir quelles sont les personnes qui sont rentrées en contact avec le journal. Ils ont les moyens pour ça. Ils ont pu donc déterminer un certain nombre de personnes qu'ils ont considérées comme étant les personnes qui ont donné l'information au journal. Les personnes en question ont été passées en conseil de discipline et radiées. C'est des gendarmes. Alors, est-ce que dans le cadre d'un procès, le journal aurait pu faire venir ces personnes-là alors que ce sont des sources à protéger? Parce qu'elles risquaient donc des sanctions sévères, voire même elles risquaient leur vie. Est-ce que par rapport à l'exemple que je viens de prendre, parce que c'est des victimes d'une situation, elles auraient pu venir effectivement témoigner? La réponse ici est non. C'est pour ça que j'ai dit c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Alors, donc, pour moi, il faut absolument protéger donc ces sources. Mais lorsque, dans le cadre de la protection des sources, une source X ou Y est prête à participer parce que vous avez donné une information qui n'est pas vérifiable, par exemple, et en cas, j'allais dire donc de procès pour diffamation, si elle est prête effectivement donc à venir témoigner parce qu'elle a des éléments par rapport à cela, il n'y a pas de problème. La loi l'a prévu, la loi dit que la vérité du fait diffamatoire peut consister en la production de preuves, par exemple des documents, comme ça peut consister en la citation de personnes témoins qui acceptent de venir témoigner pour faire la part de vérité d'un fait qui a été écrit dans un journal ou dans un média, de façon globale. Donc, voilà un peu ce que la loi dit. Donc, la loi prévoit que cela est possible, que vous puissiez le faire.
Alors, donc, je comprends que il faut le faire avec beaucoup de tact pour ne pas livrer à tout le temps ces sources, pour ne pas avoir justement donc des problèmes. Notamment les informations financières qui sont données soit dans une banque ou à l'intérieur d'une administration. C'est un peu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Voilà. Quelqu'un qui est à l'intérieur d'un système, il voit des choses qui se passent et qui ne sont pas bien, il va tenter justement donc de donner l'information et c'est à vous donc de chercher à vérifier. Alors, et pour finir toujours par rapport à cette question, c'est que lorsque une source donne une information à un journaliste, je me dis que ce n'est pas parce que, par exemple, un banquier m'a donné une information X que dès demain, je vais me mettre à balancer. Parce que c'est une source à l'intérieur d'une institution. Je vais quand même faire des démarches pour tenter de vérifier. Je ne dirai pas à l'institution que c'est X ou Y qui a fait ceci ou cela. Mais lorsque je m'adresse à une personne X ou bien à une autorité Y au niveau de l'institution en question, vous dites que selon mes informations, il semblerait et moi je cherche à vérifier ces informations-là, qu'est-ce que vous pouvez donc me dire par rapport à cela, etc., etc. Et vous pourrez mentionner le moment venu que vous avez tenté justement donc d'entrer en contact avec les intéressés, mais ils ont refusé de vous parler, etc., etc. Et si vous exposez en ce moment donc les faits, il appartiendra à l'institution en question, le moment venu, également de chercher de savoir qu'elle doit s'expliquer par rapport donc à cette situation. Ou vous avez eu une information, vous avez voulu vérifier, mais vous avez rencontré en face de vous un mur qui a absolument gardé le mutisme ou l'omerta face à la question, de telle sorte que vous avez été obligé donc d'écrire. Donc, on revient encore à la question des diligences qu'il faut accomplir dans ce cadre-là. Et ça vous permet effectivement donc d'éviter d'exposer votre source. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. La question liée à la cybercriminalité en rapport avec les sites donc la profession de journaliste, c'est une question qui est également d'actualité, qui a été posée à plusieurs reprises par beaucoup de personnes. C'est une véritable préoccupation parce que ces lois ne font pas de distinction. Voilà, c'est toute personne. Voilà, c'est toute personne. La question, c'est de savoir, lorsque une infraction est commise, est-ce que c'est la loi sur la cybercriminalité qui va être prise comme source donc, de poursuite ou est-ce que c'est la loi sur la presse qui va être utilisée? Je crois que c'est à ce niveau que le problème, effectivement, se pose dans certains pays où, pour être méchant, on va prendre des dispositions sur la cybercriminalité. Alors, je crois de mon point de vue qu'il faut lutter dans les pays où ces problèmes existent pour qu'on puisse faire comprendre que pour certaines infractions, c'est la loi sur la liberté de presse qui s'applique. Voilà, c'est la loi en rapport avec la presse qui doit toujours s'appliquer, puisque cette loi-là contient en général des conditions beaucoup plus souples ou des condamnations plus souples, des peines plus souples, ce qu'on appelle les peines douces par rapport aux lois qui sont sévères au niveau donc de la cybercriminalité. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à faire de ce côté-là. Voilà. Et en plus, il faut être vigilant en cas de poursuite, c'est de veiller à ce que l'avocat puisse peaufiner sa stratégie en se fondant essentiellement sur la loi, sur la presse, et non pas sur la loi en rapport avec la cybercriminalité qui aurait été utilisée soit par le plaignant dans sa citation directe, ou bien par le procureur dans son acte de poursuite, parce que cela est parfaitement possible. Voilà. Donc, pour me résumer par rapport à cette question, il faut lutter, continuer donc le débat dans vos différentes organisations professionnelles pour que ces lois-là puissent être revues et exclure le journaliste donc de ces lois-là et lui appliquer plutôt les lois en rapport avec son métier. Ça, c'est un. De deux, il faut veiller à ce que, néanmoins, en cas de poursuite, vous puissiez être dans des situations où c'est plutôt donc la loi sur la presse qu'il faut demander donc il faut demander l'application et non pas la loi sur la cybercriminalité en tant que telle. Bon, évidemment, les infractions en matière de cybercriminalité sont nombreuses. Je crois que ce n'est pas toutes les infractions, c'est celles qui sont liées de façon étroite à l'exercice du métier de journaliste qu'il va falloir donc indexer. Par exemple, je ne vois pas un journaliste en train donc, j'allais dire, d'escroquer quelqu'un à travers Internet et qui va venir dire après, non, moi je veux qu'on m'applique la loi sur la presse.
Non, ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, ça dépend de l'infraction. Elles sont nombreuses. Donc, les infractions en rapport directement avec l'exercice du métier de journaliste sont ces infractions-là qu'il faut chercher à voir dans quelle mesure il faut plutôt appliquer le texte en rapport au métier de journaliste et non pas la loi sur la cybercriminalité qui doit plutôt s'appliquer à nous autres, c'est-à-dire aux citoyens lambda qui n'exercent pas un métier donc de journaliste. Voilà un peu ce que je pouvais donc dire par rapport à ces deux préoccupations. Isabelle. Merci, Maître. Il y a des questions dans le chat. Bonjour, il y a des cas où le journaliste n'est pas poursuivi pour diffamation, mais pour calomnie avec une réclamation de dommages et intérêts énormes. Comment cela s'explique? Comment éviter ces cas, Maître? Oui. La dénonciation calomnieuse signifie que vous avez fait un article, vous avez parlé de quelqu'un. Vous avez exposé des faits dans votre article ou dans votre enquête qui sont des faits normalement qui devaient donner lieu à poursuite contre quelqu'un ou des faits qui devaient donner lieu à une sanction administrative contre quelqu'un. Mais finalement, aucune décision n'a été prise dans ce sens. On ne l'a pas poursuivi, on ne l'a pas sanctionné. Et donc, la loi dit que quand c'est comme ça, il peut se retourner contre vous pour dénonciation calomnieuse. Malheureusement, l'infraction de dénonciation calomnieuse ressemble un peu à ce qu'on appelle en circulation le défaut de maîtrise. Quand vous cognez quelqu'un par derrière, en circulation, là, c'est-à-dire vous êtes en faute, il n'y a rien à faire. Il suffit d'établir que les faits que vous avez dénoncés sont des faits qui pourraient donner lieu à poursuite, que les faits que vous avez exposés ou dont vous avez fait, que vous avez établis dans votre média sont des faits qui auraient dû donner lieu à des sanctions, mais que ces sanctions ou ces poursuites n'ont pas eu lieu. Dès lors que c'est comme ça, la personne a parfaitement le droit de se retourner contre vous pour dénonciation calomnieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter, dans ce genre d'articles, puisque vous ne savez pas quel est le comportement que le procureur, le parquet va avoir vis-à-vis des faits que vous allez dénoncer. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'administration va adopter comme attitude vis-à-vis des faits que vous allez dénoncer. Évitez, dans l'article alors, d'interpeller le parquet ou l'administration directement. C'est-à-dire, j'écris quelque chose sur Benao, donc je raconte des faits, et puis je mets entre-temps la photo, comme j'aime le voir dans les journaux, je mets la photo du supérieur de Benao, je mets Arnaud Ouedraogo, le DG donc, de la structure où le président Benao est interpellé par rapport au comportement de Benao. On espère que des sanctions seront prises. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est une dénonciation directe. C'est-à-dire, vous vous contentez de faire une enquête et de révéler des faits. Vous avez dénoncé, vous avez interpellé son supérieur en particulier pour dire qu'il doit être sanctionné. Ou encore, vous faites un article où vous parlez d'un détournement, etc. Vous mettez en temps la photo du procureur, en encadré, mais le procureur Yoda est interpellé. Voilà. Donc, à ce moment, si la personne vous poursuit pour diffamation, enfin pour dénonciation calomnieuse, il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas grand-chose à dire. On va aller se battre sur les questions de forme pour voir comment on peut annuler la citation et vous allez vous en sortir. Ou se battre sur les questions de prescription. Mais sinon, c'est une sorte donc de défaut de maîtrise. Alors, toutefois, comme en droit, il n'y a jamais de principe sans exception, il y a toujours quelques petites portes de sortie. Mais le seul problème, la seule difficulté par rapport à cela, c'est comme je l'ai dit au départ, nos juges acceptent que nos législateurs puissent, nous les juristes, on s'inspire donc du législateur français, mais nous refusons de le suivre dans sa jurisprudence. En droit français, à titre de jurisprudence comparée, ce n'est pas parce que j'ai dénoncé un fait et que, première hypothèse, il n'y a pas eu de poursuite pénale contre l'intéressé. Deuxième hypothèse, il n'y a pas eu de sanction administrative contre l'intéressé. Troisième hypothèse, il y a eu poursuite ou il y a eu poursuite administrative. Mais finalement, il y a eu soit relax, soit non-lieu, etc. Ou finalement, on n'a pas sanctionné la personne, que forcément, il y a dénonciation calomnieuse. Parce que le juge de la dénonciation calomnieuse
n'est pas lié par la décision à laquelle est parvenu l'autre juge qui aura relaxé la personne, par exemple. Tout dépend du contenu de la décision. On peut m'avoir relaxé, par exemple, pour infraction non constituée. Si c'est pour infraction non constituée, alors que vous avez exposé les faits, vous avez dit que, par exemple, j'ai commis du vol. Vous avez utilisé, comme j'aime le dire, souvent, c'est les mots que vous utilisez qui vous créent des problèmes. Vous avez dit que Benao a volé. Et le juge a jugé, il dit non, là, il n'y a pas vol. Il dit que c'est infraction non constituée. Quand c'est non constitué, oui, en ce moment, si je vais en dénonciation calomnieuse contre vous, ça va marcher. Alors, si c'est pour infraction non établie, ça c'est différent. Si c'est non établi, en ce moment, dans le cadre de la poursuite pour dénonciation calomnieuse qu'on fait contre le journaliste, il a des chances de pouvoir s'en sortir puisqu'il a la possibilité, à travers donc, les éléments de preuve qu'il aurait, d'établir devant le tribunal que les faits sont parfaitement établis. Et comme c'est le tribunal pénal qui juge, le tribunal pénal lui-même pourra apprécier si oui ou non ça c'était constitutif d'infraction ou pas. Troisièmement, si la personne a été relaxée au bénéfice du doute, elle ne peut pas vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Parce que c'est au bénéfice du doute. Hein. Donc, on ne sait pas, le juge dit, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. À partir de ce moment, il peut poursuivre alors qu'il n'a été relaxé qu'au bénéfice du doute. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas pu établir qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi il était poursuivi. Ou encore, on a une situation où la personne a été relaxée, mais le juge, dans l'analyse des faits, n'a pas particulièrement donc, caractérisé la question des faits sur lesquels vous avez travaillé et qui a fait l'objet de votre enquête. Voyez. Alors donc, pour me résumer, retenez que, au regard donc, des concepts que vous allez utiliser, si on vous poursuit pour dénonciation calomnieuse, il y a beaucoup de probabilités que vous puissiez être reconnu coupable, si la personne donc, a fait l'objet donc, de relax, etc., etc. Mais il y a des situations au cas par cas, au regard donc, du fondement de la poursuite qui aura été exercée contre vous, l'avocat devrait pouvoir avoir des arguments pour pouvoir donc, vous tirer d'affaire si justement ce qui est utilisé comme base, si c'est un jugement de relax ou un non-lieu en fonction des motivations que le juge qui a rendu la décision aura prises. Et pour finir sur cette question, ce qui fait que généralement, ça va être difficile d'aller en dénonciation calomnieuse contre les journalistes, notamment lorsque on publie sur des faits et que finalement, il n'y a pas de poursuite. Mais c'est que, par exemple, si le journaliste, par exemple, il fait une publication sur des faits qui sont criminels, par exemple, et qu'il n'y a pas de poursuite, normalement, celui qui veut le poursuivre doit attendre l'expiration d'un délai de 10 ans avant de poser plainte pour dénonciation calomnieuse. Ah oui. Parce que tant que le délai de 10 ans n'est pas expiré, quelle assurance avez-vous qu'on ne va pas vous poursuivre dans les 10 ans? Puisqu'on dispose de 10 ans pour vous poursuivre, en tant que personne impliquée dans les faits qui ont été dénoncés par le média. On peut vous poursuivre dans le délai de 10 ans. Mais vous ne pouvez pas, dès 3 mois, parce qu'il n'y a rien qui vient, ou bien dès 1 an, vous allez poser plainte pour dénonciation calomnieuse contre le journaliste au motif que vous avez dénoncé de façon calomnieuse. Sur quelle base? Si c'est un délit, il faut attendre l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication des faits. Donc, ça, c'est des aspects donc, beaucoup plus techniques qui, dans le cadre d'un procès, pourraient être exploités par les parties ou les avocats selon qu'ils ont des conseils ou pas. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question. Merci. Merci, maître. Il y a une autre question. Ma question est en rapport avec l'accès à certains documents au Burkina Faso. Il y a une loi qui nous autorise à avoir les documents publics, mais l'effectivité pose problème. Il nous arrive d'user de certains moyens pour obtenir des documents. Dans ce cas, est-ce qu'il y a des risques de poursuite? C'est une question posée par Joseph Haro. Merci beaucoup. Oui, c'est une question également donc, récurrente et intéressante. Alors, tout dépend du document. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt, si c'est un document relativement, je dirais, à l'effectif des militaires au Burkina, mais si c'est un document qui rend compte d'un dépôt d'armes que l'État burkinabé, que l'armée burkinabé donc, a fait dans un village X, et vous avez un document par rapport à ça que vous publiez.
oui, évidemment, vous allez être passible donc, de sanctions, mais ça ne va pas être, ça ne sera pas pour le principe du document. Non, c'est par rapport à la nature du document. Donc, ce sera en rapport avec non pas le fait que vous ayez obtenu un document sans l'autorisation de l'administration, mais au regard de la nature du document. Sinon, si c'est un document comme ça, autre que des documents qui sont en rapport avec des secrets de défense, etc., on ne peut pas vous sanctionner parce que vous auriez eu le document de façon détournée. Ce n'est pas possible, puisque, vous avez fait la demande. L'administration avait le devoir de vous donner le document. Elle ne l'a pas fait. Mais si vous obtenez le document autrement, il n'y a aucun problème. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de cela, donc un média est venu m'interroger faire qu'on retrouve des documents où c'est écrit confidentiel, et écrit confidentiel, on retrouve ça dans la presse, ou sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est normal, etc. Je dis, aujourd'hui, le caractère confidentiel au nom d'un document relève de l'autoproclamation. Voilà, chacun fait et puis il met un cachet confidentiel là-dessus. Mais est-ce que la loi a vraiment passé ça confidentiel? Parce que, effectivement, la loi a donné les certifications au niveau donc, des documents administratifs. Et la loi a dit qu'un décret viendra préciser. Mais aucun décret n'est venu pour dire voilà, secret de défense. C'est les secrets classés simplement confidentiels. C'est le document. La loi n'a, le décret n'est pas venu. C'est resté comme ça. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un vide juridique. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas justement donc en vouloir à un journaliste s'en prendre à lui parce qu'il aura tout simplement obtenu un document en passant par des voies autres que celles normales, c'est-à-dire que l'administration ne lui a pas donné. Il faut juste s'assurer, pour votre protection, que vous avez les traces de ce que vous avez effectivement demandé le document, moi, qu'on ne vous l'a pas donné. Voilà. Et puis, vous l'avez eu donc autrement. Et puis, il n'y a aucun problème. S'il y a des griefs ou des poursuites en rapport avec ça, vous allez vous défendre vraiment haut les mains. Parce que l'administration ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. C'est à elle de donner. Si elle n'a pas donné et que vous l'avez eu autrement, il n'y a aucun problème. Chacun fait son travail. Voilà. Chacun fait son travail. Comme l'a dit Norbert Zongo à un chef d'État qu'il a rapporté lors de sa conférence, il dit qu'il n'y a pas de huis clos pour un journaliste. Il n'y a pas de huis clos de chef d'État. Voilà. Chacun brille pour avoir ses informations comme il l'entend. L'essentiel, c'est de vraiment avoir les informations et d'avoir la preuve effectivement qu'on les a. C'est tout. Voilà. C'est ce que je pourrais dire sur cette question. Merci, maître. S'il n'y a plus d'autres questions, de toutes les façons, on va prendre d'autres questions après. Mais donc, on va passer à la deuxième partie, l'assurance légale des productions journalistiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes? Bien sûr. Alors, merci beaucoup. Alors, par rapport à la deuxième partie de cet entretien, alors, il s'agit de poser la problématique liée à quelles sont les précautions que je prends pour prévenir tout ce que peut me créer des problèmes. Dans le cadre donc, de mon métier, cela s'entend. D'un point de vue, donc, dans mes rapports avec les textes légaux, dans mes rapports avec les différents codes qui sont susceptibles de s'appliquer à moi dans le cadre de mon métier. Alors, je pense que la première des précautions à prendre avant d'aller vers un professionnel, il faut que vous essayez donc d'avoir, soit au niveau des rédactions, je crois que cela va être peut-être difficile, ou au niveau des organisations professionnelles, par exemple la Senozo, qui en fait son cheval de bataille depuis un certain temps, c'est de voir dans quelle mesure vous allez avoir un service de veille juridique.
il faut avoir une veille juridique. Et cette veille juridique, en quoi est-ce qu'elle pourrait donc consister? Ça, c'est en interne d'abord. Elle va consister, comme vous le faites déjà pour le moment, à avoir l'ensemble des textes en rapport avec le métier. Il faut en faire un recueil. Il faut en faire un recueil pour que tout le monde puisse avoir ces textes-là. Parce que le plus souvent, ces textes-là existent de façon parfois éparse. Vous allez le trouver, comme vous l'avez dit, il y a la loi, ce que tout le monde connaît, la loi sur la presse. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que sur la loi sur les cybercriminalités, il y a des dispositions là-bas qui vous concernent. Vous allez dans le code pénal, il y a des dispositions là-bas qui vous concernent. Vous irez donc dans d'autres lois voir qu'il y a des dispositions là-bas qui vous concernent. Alors, il faut recenser l'ensemble de ces textes-là déjà, et puis les avoir à portée de main, et les avoir donc à la disposition de tout le monde. Première chose. La deuxième chose, on peut avoir ces textes, mais leur accessibilité, ça c'est l'accessibilité matérielle, mais l'accessibilité intellectuelle peut poser problème, puisque on ne peut pas lire comme ça un texte et puis dire que soit on l'a compris, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. Et donc, c'est à ce niveau que il faut travailler à voir progressivement, toujours dans le cadre des organisations professionnelles, comment vous pouvez annoter ces textes-là que vous allez prendre, que vous allez donc recueillir. Moi, j'aimerais bien avoir un recueil des textes appliqués en matière donc, de presse au niveau des différents pays de la sous-région. Au niveau des différents pays de la sous-région. Ce serait intéressant. Enfin, cela permettra de voir les différences qui existent d'un pays à l'autre. Surtout que de plus en plus, vous faites des enquêtes, je dirais, transnationales, qui ne se limitent pas à un seul État. Voilà, vous pouvez débuter une enquête ici, et puis vous voyez que les faits, les ramifications, ça va jusqu'au Bénin, ça va jusqu'au Niger, ça va au Togo ou au Mali, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'extranéité de votre enquête, une extraterritorialité, et ça, vous avez besoin de savoir, finalement, mon enquête s'étend jusqu'à tel point géographique, il va falloir que je vois, par rapport donc à l'assurance légale, comment est-ce que les choses sont régies à ce niveau-là. Toujours dans le cadre de l'assurance légale, en plus des recueils et des annotations qui pourraient donc être faites, les annotations, c'est quoi? Ça peut consister en des explications simples. Certes, parmi les journalistes, il y en a qui ont des formations juridiques. Voilà, il y en a qui ont fait droit donc, parmi les journalistes. Je crois également que dans les écoles de journalistes, on enseigne, je dirais, un peu ce qui a trait à la question donc, de diffamation, les infractions, le droit pénal de la presse, normalement, je n'en sais rien, mais je me dis que peut-être qu'on enseigne ça là-bas, mais c'est vraiment un ramassé. Voilà, donc, ça peut consister en des annotations explicatives. Voilà, une telle disposition, on peut l'expliquer en des termes simples pour que ceux qui n'ont pas, dans le cadre donc, du métier ou de leur formation, ceux qui n'ont pas eu de formation de juriste en particulier, puissent comprendre également telle disposition, qu'est-ce que ça veut dire exactement, etc., etc. À un troisième niveau, après donc, le recueil justement donc, des textes, ce serait bon que tous les journalistes qui ont fait l'objet de procès, en rapport avec une infraction quelconque liée à leur métier, que ce soit les dénonciations, que ce soit les diffamations, que ce soit les questions d'atteinte à la sûreté de l'État, liées à leur travail de journaliste, etc., etc., il serait bon que vous puissiez voir toujours par rapport donc, aux organisations professionnelles, au niveau de la CNOSO par exemple, pourquoi vous ne pourriez pas collecter l'ensemble des décisions qui ont été rendues. Il faut collecter l'ensemble des décisions qui ont été rendues, demander aux gens s'ils peuvent vous les fournir. Collectez ces décisions-là et faites un recueil de jurisprudence en matière donc, de diffamation. Ça peut avoir l'avantage aux gens d'avoir de la prévisibilité par rapport à l'assurance légale. Voilà, je peux lire dans telle décision que un confrère, il était dans telle situation, voilà comment ça s'est passé. C'est important.
ça donne de la prévisibilité en fonction de l'État. Ça, c'est deuxième chose, ça peut avoir un intérêt dans la mesure où on peut faire une sorte de comparaison en fonction des pays. On peut prendre donc les motifs essentiels des décisions, les faire ressortir ou dire, voilà une situation donc, qui s'est présentée donc, par rapport à tel journal ou à tel média, voilà la décision que le juge a eue par rapport à l'application de tel texte, par exemple. Donc, aussi bien en matière de diffamation devant les juridictions donc, répressives comme les juridictions pénales, tout comme les cas où les journalistes ont été obligés ou ont été attraits ou ont été obligés donc, de saisir le juge administratif relativement à des actes posés par l'administration. Par exemple, au niveau donc, des autorités de régulation de l'information. Des journaux qui auraient fait l'objet de sanctions qu'elles ne partageaient pas, qui ne partageaient pas, les journaux, et qui sont allés devant le juge administratif pour demander l'annulation justement donc, des décisions en question. Ce serait bon également donc, de collecter l'ensemble des décisions en rapport également avec justement donc, ces décisions-là pour que les gens puissent voir déjà un peu comment ça se présente. Maintenant, à côté donc, de ce travail, il y a l'assurance légale maintenant dans les rapports entre les journalistes, soit plus de façon groupée, soit plus de façon individuelle, vis-à-vis, ou dans les rapports avec un service, un professionnel du droit, comme par exemple un avocat. Alors, il s'agira donc à chaque étape de l'investigation, c'est-à-dire du début jusqu'à la publication donc, de l'article, en fonction donc, des prédispositions que vous avez, des liens de confiance qui peuvent exister entre vous et le professionnel en question, de voir si vous avez des difficultés à quelque niveau que ce soit, de voir comment est-ce que vous pouvez lui soumettre ces difficultés-là, purement juridiques, hein, et demander son avis ou ses conseils ou ses recommandations, puis voir comment contourner les obstacles en question ou comment faire le travail sans s'exposer juridiquement dans telle ou telle situation. Donc, j'ai besoin d'un document administratif dans une administration. J'ai écrit, on refuse de me donner. Moi, je pense que c'est vraiment absolument nécessaire donc, pour moi de pouvoir disposer de cela. On ne le sait pas souvent, mais il y a ce qu'on appelle le référé liberté. Au Burkina, en tout cas, il y en a. C'est ce qu'on appelle le référé liberté, le référé suspension et il y a le référé sauvegarde de droit. Bon, un journaliste peut parfaitement, s'il estime qu'il a droit à tel document administratif qui lui est indispensable dans le cadre de son métier et que l'administration refuse donc de donner le document en question, il a le droit de saisir le juge pour demander au juge d'ordonner à l'administration de remettre le document. Par exemple, dans le cadre d'un conseil, dans le cadre de l'étude ou de la réalisation d'une investigation, un avocat peut parfaitement initier une telle procédure pour demander à ce que l'administration puisse donner le document en question. Ça peut être au stade où toute l'investigation est finie, l'enquête est bouclée, il y a un article qu'on s'apprête à publier, et en ce moment, le journaliste ou l'organisation de journalistes, comme ce que fait actuellement donc, la CENOZO, va soumettre, je dirais, donc l'enquête telle que réalisée ou soumettre donc l'article donc du droit qui va regarder et voir si au regard de l'article tel que apprêté, est-ce qu'il n'y a pas des points qui peuvent exposer le journaliste à des poursuites. S'il y a des points de l'article qui peuvent exposer le journaliste à des poursuites, il pourra alors attirer l'attention du journaliste donc, sur ces points-là, soit qu'il estime qu'il ne faut pas le dire comme ça, soit qu'il estime qu'il faut éviter tel mot employé, soit qu'il estime qu'il y a tel point qu'il faudrait approfondir, soit qu'il y a telle mention qu'il faut faire pour prouver donc sa bonne foi, et en ce moment, il pourra effectivement attirer l'attention donc là-dessus, et les dispositions pourraient être prises alors pour prendre en compte éventuellement donc les observations ou les recommandations qui auraient été faites pour améliorer l'article et éviter aux professionnels donc, du média de s'exposer, d'exposer sa responsabilité pénale ou autre professionnelle vis-à-vis donc d'une personne qui pourrait espérer ou estimer avoir été blessée dans son amour propre ou dans son honneur, son honorabilité, relativement donc à l'article qui a été ou à l'enquête qui a été réalisée. Alors,
avec les avocats notamment, c'est ce que j'essaie, il y a donc que ça peut se résumer donc dans le cadre d'une convention. Et la convention, elle peut être soit annuelle, elle peut être circonstanciée, elle peut être en rapport avec une période donnée ou en rapport avec un travail donné. Et cela donc va donner lieu normalement donc à une convention où chacune des parties va fixer ses attentes, ses préoccupations et elles vont s'entendre, les deux parties, sur les obligations de chacun. Et puis, il va faire le travail, j'allais dire donc, du mieux qu'il peut. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire relativement à la question donc, de l'assurance légale en matière d'investigation, où la plus grande difficulté, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider, puisque l'investigation, comme vous le savez, vise à mettre au grand jour, à la lumière, soit intellectuelle, soit factuelle, des faits que des gens essaient de cacher, ou bien un phénomène que les gens soit ne comprennent pas, ou bien qu'il est nécessaire que les gens comprennent hein, davantage parce que ce que les gens voient n'est peut-être pas ce qui se passe normalement. Alors, donc, il y a des obstacles qu'il faut travailler donc, à surmonter pour parvenir effectivement donc, à établir réellement ce que les gens essaient de cacher ou ce que les gens ne comprennent pas et qu'il faudrait normalement qu'ils puissent comprendre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire donc, relativement à cela. C'est d'être proactif, d'être dans la prévention. Et plus il y a de la prévention, plus ça amenuise les questions donc, de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, avec la vague de dépénalisation des délits de presse qui existe, comme je l'ai dit, une chose pour certaines personnes est de changer le fondement des poursuites pour exposer le journaliste, contourner les lois de la presse et aller sur le code pénal. Mais une autre chose, c'est de rester sur les lois de la presse, mais demander donc des applications sévères des constitutions de partis civils pour tuer le média. Voilà, pour tuer le média. Il va aller, l'essentiel pour lui, il sait que il ne peut-être pas l'intention qu'il a eu donc à commettre, mais il aimerait qu'on le condamne à payer genre 17 millions, 20 millions, ou, etc., etc. Voilà. Et donc, en fonction aussi des personnes en cause, il faut faire attention. Voilà. On a pu voir, par exemple, au niveau du Burkina, que toutes les fois que c'est un magistrat donc, qui a été diffamé, la condamnation a été très sévère au niveau donc, des dommages et intérêts. Je ne sais pas si l'honneur des gens dépend finalement de ce qu'ils font dans la vie. Voilà ce que je peux dire, chère Isabelle, et je vous remercie. S'il y a des questions, je les prends. Merci, maître. Il y avait une question concernant la première partie. Au Niger, des délits tels que la diffamation, l'injure et la propagation des fausses nouvelles sont dépénalisés, mais dans les faits, il y a des cas où des journalistes sont poursuivis pour ces mêmes délits en faisant fi de l'ordonnance 2010-035 pour le juger sur la base de la loi sur la cybercriminalité. Alors, comment s'opposer à l'application d'une telle loi? Oui, pour moi, il n'y a pas deux façons. D'abord, ça c'est un véritable combat en ce moment judiciaire parce que quand je regarde, il parle d'une loi, vous savez encore, voilà, une ordonnance de 2010 et puis la loi sur la cybercriminalité. Alors, la personne qui a posé la question, la loi sur la cybercriminalité et puis l'ordonnance de 2010, quelle est la loi la plus récente? Taïro, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour expliquer? Oui, bonsoir à tous. Oui, je suis là. C'est la loi sur la cybercriminalité qui est la plus récente. Mais l'ordonnance 035, elle, c'est une ordonnance prise en 2010, donc c'est elle qui dépénalise tous les délits là que j'ai évoqués. Donc, c'est une ordonnance portant régime de la liberté de la presse au Niger. En fait, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Si un journaliste est poursuivi devant les tribunaux pour ces mêmes délits, au lieu de lui faire appliquer l'ordonnance 035, ce qui se passe avec nos magistrats passe par des astuces pour mettre l'ordonnance 035 de côté et lui faire appliquer soit le code pénal ou la loi sur la cybercriminalité, surtout si
l'élément ou l'article publié est passé sur le net. Donc voilà, est-ce qu'il y a une possibilité pour le journaliste de s'opposer, si c'est pour ces délits-là, dépénaliser, de s'opposer à ce qu'il soit appliqué cette nouvelle loi? Bien, je comprends mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des principes qui guident le droit pénal. Hein. Alors, je pourrais vous revenir plus tard, parce que je vais rechercher donc les textes en question, pour le cas du Niger en particulier, pour comprendre. Mais s'il y a deux lois qui portent sur le même objet, c'est la loi la plus récente qui trouvera à s'appliquer. Si, évidemment, elle est douce. C'est-à-dire si les peines qu'elle prévoit sont moins sévères que l'ancienne loi. Deuxième principe, il faut savoir que face à deux textes, c'est le texte qui est le plus spécial. Donc, le texte spécial qui s'applique, lui, il déroge au texte qui est général. C'est-à-dire, on peut considérer que, par exemple, la loi sur la presse est une loi qui est spéciale par rapport à la loi sur, par exemple, par rapport au code pénal. Donc, face à une diffamation commise par un journaliste dans le cadre de son travail, on appliquera la loi sur la presse et non pas le code pénal, parce que la loi sur la presse, elle est spéciale et la loi sur et le code pénal est plutôt général. Alors maintenant, est-ce qu'au niveau donc des parquets là-bas, ils ont considéré que la loi sur la presse est une loi qui est générale par rapport à la loi sur la cybercriminalité qui, elle, serait spéciale? Il va falloir qu'on puisse voir donc la décision en question pour pouvoir apprécier comment est-ce qu'au niveau donc, du Niger, le parquet et le juge ont pu apprécier cette situation. Moi, mon point de vue est que si un journaliste, que ce soit un journal en ligne, que ce soit un journal papier, que ce soit un journal, notamment une radio, une télé, parce que la plupart des médias aujourd'hui ont aussi des pages sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., etc. Alors, ce n'est pas parce que j'aurais relayé ou j'aurais publié une information sur Internet que systématiquement, c'est cette loi sur la cybercriminalité qu'on doit, j'allais dire, m'appliquer, plutôt que de m'appliquer la loi sur la presse. Ce n'est pas normal. Parce qu'à cette allure, ça veut dire qu'on serait dans une situation où on interdirait donc de façon indirecte aux journalistes ou aux médias d'avoir même des pages web ou d'avoir même des sites Internet. Ça veut dire que j'ai fait mon journal papier, dès lors que moi j'ai mon site Internet, le même journal a un site Internet, dès lors que c'est publié sur Internet, ou bien sur Facebook ou sur Twitter, alors, dès lors, on considère que c'est la loi de la cybercriminalité qu'il faut appliquer. Non. Alors donc, par rapport à la question du Niger, en attendant que éventuellement des précisions soient faites, ce qui devrait être fait, c'est qu'on devrait pouvoir prévoir donc dans la loi de la cybercriminalité que les dispositions des articles tant ne s'appliquent pas aux professionnels des médias. Voilà. Au Burkina Faso, on a des dispositions donc, du code pénal chez nous qui, sur certains points, disent que les telles dispositions donc, ne s'appliquent pas en ce qui concerne les professionnels des médias. Et tout le monde comprend que c'est la loi sur les médias qu'il faut aller à ces dispositions-là. Mais si cela n'est pas, ce travail législatif n'est pas fait, en attendant, il faut se battre jusqu'au niveau donc, de la Cour suprême, éventuellement, pour démontrer, même au niveau donc, des cours comme la CEDEAO, la Cour africaine des droits de l'homme, pour démontrer que, face aux deux textes, la loi de 2010, l'ordonnance de 2010 est une spécifique aux journalistes, et dans la mesure dont c'est un article de presse, ils ne voient pas comment est-ce qu'on va aller appliquer une loi sur la cybercriminalité, comme si c'était un vulgaire, un citoyen lambda qui allait sur Facebook ou bien sur un site déterminé et écrit ce qu'il veut. Ce n'est pas normal, de mon point de vue. Voilà. Donc, voilà un peu ce que moi je pourrais dire. Je prends un exemple. Quand vous prenez, il y a eu un cas il n'y a pas longtemps où je crois qu'un journaliste burkinabé avait fait une publication, c'était une interview qui lui avait été faite dans un journal de la place, et il a pris donc un extrait de cette interview qu'il allait mettre sur sa page
Facebook, c'est lui qui était interviewé. Voilà. Alors, donc, on l'a poursuivi donc, pour cela, mais ce n'est pas la loi qui a été appliquée. C'est bel et bien, justement, voilà, là-dessus, donc, presque quand bien même les personnes qui le poursuivaient ont justement donc voulu faire comprendre en fait que il n'a pas parlé en tant que journaliste. Voilà, il a parlé en citoyen lambda sur sa page Facebook, etc., etc. Nous avons lutté pour faire comprendre que non seulement c'est la reprise d'une interview qui est dans un journal, d'une part, et d'autre part, c'est lui qui était donc interviewé. Et donc, bon, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on peut justement donc le choisir lui pour dire que c'est de l'aspect criminalité, etc., etc. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pouvais donc dire par rapport à cela. Il faut se battre. Parfois aussi on laisse, on laisse tomber, on se désarme rapidement aussi. Voilà. Parfois il faut aller jusqu'à la Cour de cassation pour comprendre. Parce que si dès le premier jugement au niveau du tribunal, on laisse tomber, ou même au niveau de la Cour d'appel, quand elle a confirmé, on laisse tomber, ça ne permet pas de renforcer la sécurité juridique. Voilà. Parce que, en attendant, c'est ça qu'on va comme étant le droit. Or, si on fait un bon pourvoi devant la Cour suprême, et la Cour suprême dit non, 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 ce n'est pas possible que vous ayez appliqué les textes de cette façon, les juges de première instance et les juges d'appel seraient obligés de rentrer dans l'ordre, comme on dit, de rentrer dans les rangs. Voilà. Mais si ça, ce n'est pas fait, si chaque fois, après le tribunal ou après la Cour d'appel, on laisse tomber, on passe à autre chose, parce que la peine serait, soit on estime que finalement, bon, c'était 6 mois avec ceci, donc ce n'est pas grave, ou bien c'était 3 mois avec ceci, donc ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Oui, c'est bien, ce n'est pas grave. Au bout de quelques temps, la peine va disparaître. Mais le jour où vous allez travailler sur un sujet qui est d'une certaine sensibilité pour les autorités politiques, et qui a une certaine sensibilité politique, ce sera plus de 6 mois. Ils vont aller à la peine maximale. Voilà, ils vont aller à 5 ans, etc., etc. Or, si vous étiez allé à la Cour de cassation, pour que la Cour de cassation puisse se prononcer sur l'application du test qui a été fait de façon critiquable par les premiers juges, cela aurait corrigé parce que au moins on saurait que la Cour de cassation n'est pas d'accord avec l'application du test qui a été fait par les premiers juges. Donc, le plus souvent, il faut aller jusqu'à ce niveau-là pour permettre aux gens justement donc de regarder. Merci. Merci, maître. Nous avons exactement 12 minutes. S'il y a encore des questions, on va les prendre rapidement. Donc, vous levez la main si vous voulez parler. Bon, si vous ne pouvez pas parler, vous écrivez dans le chat. Ou si vous n'arrivez pas à lever la main, bon, activez votre micro et parlez. Oui, Gabriel? Oui, bonjour à tous et bonjour à Maître Benao. Moi, ma préoccupation serait à ce niveau, au moment de l'élaboration des textes, je vais parler de la loi sur la cybercriminalité que le Mali a également adoptée. Pourquoi ne pas associer les professionnels des médias afin de minimiser les risques qu'ils soient également pris à partie par cette même loi, alors qu'ils sont dans un secteur aussi sensible au vu des activités qu'ils mènent. Oui, ça c'est un travail de lobbying qu'il faut faire donc dans les différents pays. Les pays n'ont pas les mêmes réalités en matière législative. Je sais par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du Niger par exemple ou des autres pays, mais au Burkina Faso par exemple, c'est écrit noir sur blanc. C'est un exemple hein, dans le code du travail qu'aucun texte ne peut être initié sans associer les organisations professionnelles, entendez les syndicats, par exemple, d'un domaine, si cela touche à l'exercice de la profession dans ce domaine. Autrement dit, au Burkina Faso, normalement, on ne peut pas légiférer sur des questions qui vont toucher de façon directe ou indirecte au métier de journaliste sans que des syndicats ou des organisations professionnelles, donc de médias qui existent au Burkina, ne soient associés. Si cela est fait, ce n'est pas normal. Voilà, le code dit ça clairement. C'est une obligation de le faire. C'est vrai qu'au Burkina, le problème s'est posé quand il s'agissait
donc de réviser la loi, le code pénal dont je vous ai parlé donc, au cours de ce webinaire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été associés et tout. Je crois qu'un ministre était sorti dit qu'il n'y avait pas d'obligation de les associer et tout, ce qui n'était pas vrai. À l'époque, j'avais enlevé la disposition en question. Je crois que c'est Twitter pour dire qu'en fait, le ministre n'avait pas lu le texte, parce que cela, c'est bien écrit noir sur le blanc, voilà, que c'est même pas qu'on peut les consulter, non, on doit. Voilà, on doit les consulter. Voilà. C'est ça l'intérêt de la veille juridique. C'est pouvoir veiller de telle sorte que dès lors que vous apprenez qu'il y a un projet ou un avant-projet de texte qui est en train d'être pris quelque part, que vous puissiez vous assurer qu'il n'y a pas un lien avec votre profession. S'il y a un lien, n'attendez pas, prenez votre bâton de pèlerin et commencez à exiger, parce qu'ils ne comprennent que ce langage-là, commencez à exiger à être impliqué dans le processus pour l'édiction de ce texte-là. Il faut le faire. Dès que vous êtes au courant, en même temps, vous prenez une lettre. Nous avons appris que voilà, nous voudrions donc être associés donc, à la prise de ce texte-là. Et déjà, on fait un mémorandum, voilà nos préoccupations. Et généralement, dans nos administrations, vous avez parfaitement la possibilité donc, de le faire. Nous, on le fait au niveau du barreau. Il n'y a pas un seul texte en rapport avec la profession d'avocat qui va passer et puis nous, on n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que le texte soit adopté, nous, on est là du début à la fin. Qu'importe qu'on ne puisse pas faire prendre en compte tout ce que nous voulons, mais généralement, en tout cas, nous allons participer de bout en bout jusqu'à la fin. Et généralement, croyez-moi, nous avons gain de cause. Je crois qu'en 2017, nous avons, à travers notre intervention, il y a au moins 2 projets de loi, ou 3, qui ont été donc purement et simplement rejetés au niveau de l'Assemblée nationale au stade des commissions. L'Assemblée a renvoyé ça au gouvernement pour dire que ça marchait, ça ne pouvait pas passer. Voilà. Donc, il faut être proactif. La veille juridique sert aussi à cela. Voilà. Il faut s'organiser de telle sorte qu'on a une cellule de veille juridique. Voilà. Vous êtes assis, par exemple, en conseil des ministres, les gens lisent les conseils des ministres, mais la cellule de veille juridique qui suit le conseil des ministres, quand on dit tel projet de texte a été adopté, etc., tel rapport a été adopté, mais déjà, c'est à ce niveau. On dit que ça, là, on parle de cybercriminalité. Bon, on va aller voir, est-ce que ça n'a pas un lien avec nous? Voilà. Ah, ici, là, on parle de ceci, cela. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec nous? On parle même de fiscalité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec nous? Quel est le sort de l'entreprise, des journalistes par rapport à cette fiscalité qu'on est en train donc de vouloir créer? Est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'on a fait cela? Donc, quand c'est comme ça, on court au secrétaire général du gouvernement. On dit, ah, nous, on a vu dans le conseil des ministres le rapport, le compte rendu, qu'il y a tel projet de texte qui est en train d'être pris, etc., etc. Où est-ce qu'on peut l'avoir? On va chercher à l'avoir, puis on va le lire pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à nous. Qu'est-ce qu'il ne dit pas par rapport à nous? Est-ce qu'on nous met tous dans le même sac que tout le monde? Etc. etc. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez voir que si vous faites cette veille juridique-là, il n'y a rien qui va effectivement donc vous échapper. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette. Voilà, merci maître. Pendant vos questions, avant de clore ce webinaire, une dernière question. J'ai bien envie d'entendre les femmes. Mariam Sanogo, Sandrine Bado, Valkissa, Mariam Diarra. Elle n'a pas parlé, hein, parce qu'il faut qu'elle parle. Ouais, il faut qu'elle parle, c'est important. Valkissa va parler, même si c'est pour dire bonjour. Ouais, au moins ça, même si c'est bonjour, voilà. On a besoin de l'entendre. Bonjour. 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 Ah là, la connexion n'est pas bonne chez elle. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et chez vous? En fait, j'ai un problème de... Ah, d'accord. Et on vous a entendu quand même. Mais Mariam Sanogo était là depuis le début. Je veux bien l'entendre. Mais en attendant, je sais qu'elles vont parler, c'est clair. En attendant, maître, vous allez donner quelques conseils pratiques en 3 minutes. Alors, les conseils pratiques, une fois de plus, c'est de garder des traces dans ce que vous faites dans le cadre des investigations que vous menez, afin que cela puisse vous servir lorsque viendra le moment de vous demander des comptes par rapport à ce que vous avez eu à écrire, par rapport à ce que vous avez eu à dire. Ça peut être aussi, donc, aussi bien au niveau de la radio qu'au niveau de la télé, que vous puissiez avoir donc des traces, notamment des faits
je dirais chrysogène. Chrysogène parce que ce que vous auriez dit et qui peut être de nature à engager votre responsabilité, il va falloir que vous essayez donc le maximum possible de garder des traces, des diligences que vous avez eu à accomplir dans le cadre de votre enquête. C'est extrêmement important parce que malheureusement, nous sommes dans une société donc de responsabilité, ou pour ne pas dire dans une société donc de recherche de responsabilité. De plus en plus, les gens avant, quand quelqu'un mourait à l'hôpital, on disait que c'était donc Dieu, et on laissait tomber. Moi, j'ai vu que les gens ont commencé à poursuivre les médecins beaucoup. Ce n'est plus Dieu. Finalement, on cherche à savoir si ce n'est pas le médecin qui a commis une faute. De plus en plus, lorsque les avocats, les gens perdaient leur procès, ils confiaient donc soit à Dieu ou bien disaient que c'est le juge qui n'a pas donc bien fait son travail, mais de plus en plus, ils cherchent à savoir est-ce que l'avocat a bien fait son travail, est-ce qu'ici, là, il ne s'est pas trompé, est-ce que la stratégie qu'il avait adoptée là, est-ce que on commence à rechercher la responsabilité des avocats. On cherche également la responsabilité des juges aujourd'hui. On cherche à savoir est-ce que dans la manière de conduire le procès, est-ce que dans sa façon justement donc de rendre la décision, quand on la lit, est-ce qu'un juriste moyen, normal, est-ce qu'il était normal qu'il ait pu adopter cette démarche pour rendre la décision? On commence à rechercher les responsabilités. C'est pareil au niveau des journalistes. De plus en plus, on cherche la responsabilité des journalistes parce qu'on estime qu'avant, au moment où c'était le journal papier, tout le monde n'avait pas ça, mais on dit qu'aujourd'hui, quelque chose est dit dans un journal, relise les réseaux sociaux, en un clic, et partout jusqu'en Afghanistan, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Japon, jusqu'à Chine. Et donc, les gens estiment qu'ils sont plus exposés, de telle sorte que je vous invite, faites des diligences pour recouper vos informations, et vous donnez le commentaire est libre, comme vous savez. Les analyses sont libres, mais si les faits sont sacrés et que vous avez mené des diligences et que vous avez les preuves de ces diligences que vous avez eu à accomplir dans le cadre donc de vos investigations pour avoir l'information que vous avez cherchée, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et adonnez-vous également donc à l'assurance légale, à savoir chercher à titre préventif à faire voir vos papiers par des professionnels donc, du droit pour vous assurer qu'ici, là, il n'y a pas de problème, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer, mais ce n'est pas toutes les fois qu'on laissera passer. Merci beaucoup. Je vous montre comment on peut applaudir. Bon, je le fais et vous allez m'aider à dire merci à Maître Benao. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Burkina Faso, cofondateur de la Société civile professionnelle d'avocats légalistes. Voilà, je crois que Mariam nous a rejoint. Mariam Sanogo, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. On voulait vous entendre, donc voilà, on attendait depuis, on espérait vous entendre quand même avant la fin. Oui, j'étais là, je n'ai pas grand-chose à dire, je tiens juste à remercier la CENOZO pour ce mettre en stabilité. J'avais un problème de réseau, tout est bien qui finit bien. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Maître, merci beaucoup pour les conseils pratiques. On espère que les journalistes ont pris bonne note et qu'ils en tiendront compte désormais. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Isabelle. Merci. À bientôt.